Il y a une réalité, c'est que je ne sais pas nager. En revanche, je peux vous raconter l'anecdote d'un vol, d'un cambriolage qui m'est arrivé il y a pas mal de temps. Le sujet de cette vidéo, c'est d'évoquer avec vous les raisons pour lesquelles un individu pourrait se comporter avec vous et à vos yeux de manière irresponsable ou de manière immorale. Les raisons qui feraient que quelqu'un pourrait vouloir vous voler, vous causer du tort ou vous faire du mal. Sur le principe, je condamne ces actions. Sur le principe, je ne serai jamais d'accord avec un individu qui mobilise toute son énergie à faire du négatif. Mais je ne peux m'empêcher de croire qu'il existe des conditions, des circonstances qui peuvent pousser un individu, même rationnel, à faire du mal autour de soi, et en cela, je ne peux que le comprendre. Je ne l'accepte pas, mais je le comprends. Alors dans cette vidéo, j'aimerais en parler avec vous. L'anecdote que j'évoquais au départ m'est arrivée il y a pas mal de temps. J'avais une copine, tout se passait bien, on a passé une demi-année ensemble, et vraiment, aucune plainte, tout allait pour le mieux, on passait d'excellents moments ensemble, on allait au restaurant, on faisait des dates, on allait à la plage, vraiment, on filait le parfait petit amour. Maintenant, il se trouve que, bon, moi pour ma part, vous l'aurez peut-être compris, mais je suis assez stable, j'ai mon travail, j'ai mes business, j'ai tout qui roule, j'ai mon argent, si je puis dire, qui m'assure une forme de sécurité ou de stabilité. Tandis que pour ma copine, c'était pas le cas. Pour se loger, pour payer son loyer, pour payer ses charges, pour payer sa nourriture, c'était pas évident. Alors, en bon gentleman, je me suis occupé de subvenir, à ses besoins. Ça peut être, payer sa nourriture constamment, essayer de l'aider sur son loyer ou l'héberger temporairement si besoin et voilà, tout fonctionnait bien de cette manière, on avait cet arrangement. Seulement, après donc ces 6 mois de relation, vient un jour où je pars en voyage. Je pars en voyage tout seul, car il s'agit d'un voyage que j'ai besoin de faire pour, certains papiers, pour un business, pour une résidence fiscale. Donc il n'y a pas d'intérêt à partir ensemble. C'est pas un voyage de plaisir, c'est moi qui vais partir une semaine, faire des papiers, aller voir des administrations, signer des contrats, signer, des doléances et au retour, eh bien, tout sera bouclé, tout sera finalisé et moi je serai content, mais ça a un but purement légal, un but purement structurel. C'est pas des vacances, c'est pas du loisir. Donc, naturellement, j'explique à cette copine, là écoute, je te laisse les clés de l'appartement, grosse erreur. Je vous invite à pas refaire la même erreur, à moins que vous soyez mariés peut-être, mais je laisse les clés de l'appartement à la copine et je lui dis: «Là, je vais partir une semaine en voyage, écoute, reste ici, voilà, je t'ai préparé de la nourriture, t'as les frigos, t'as tout, tu tes petites friandises que t'adores, je t'ai cuisiné un petit truc, enfin voilà, je me suis occupé d'elle et je lui ai dit: «Là, pendant une semaine, je pars, en voyage et je reviens ensuite, mais c'est purement professionnel, voilà, patiente et on se retrouve juste après». Jusque-là, tout va bien. On échange quelques messages et arrivé au jour numéro 4 de mon voyage, elle ne me répond plus. C'est un silence radio complet. Arrivé au jour 4 du voyage, je n'ai vraiment plus aucune nouvelle d'elle. Vraiment, c'est comme si elle n'avait plus jamais existé, c'est-à-dire qu'après 6 mois de relation, c'est le silence radio total. Et donc, évidemment, vous vous en doutez, je me pose des questions. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit un truc qui allait pas? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle a un problème?» Surtout, c'était ça qui m'inquiétait. Je me disais: «Bah, va savoir, peut-être qu'elle a plus les clés de l'appartement, peut-être qu'elle a eu un problème, peut-être qu'il y a plus d'internet, peut-être qu'elle a plus de batterie». Mais bon, arrivé au 4e jour, moi je rentre qu'au 7e jour, 3 jours sans aucune nouvelle, il y a de quoi, s'interroger, de quoi se dire, peut-être qu'elle a eu un problème et c'est ça surtout qui m'inquiète. Alors arrive le 7e jour et je rentre à la maison et c'est là que ça me prend au nez, heu, ça sent le moisi, ça sent la mort, hein, vraiment ça sent la mort et alors, j'ouvre la porte et je suis accueilli par, une cuisine dans un état monstrueux. Des assiettes dans tous les sens, des verres cassés, de la nourriture laissée un peu partout, de la nourriture avec, de la moisissure blanche et bleue et verte qui s'est développée. Moi, je savais même pas que c'était possible d'avoir de la moisissure, multicolore, mais soit. Ensuite, je rentre, je vois que les lumières sont encore allumées, il y a encore le lavabo de la salle de bain qui est encore en fonctionnement, je vois que le lit est défait, je vois qu'il y a une armoire qui est ouverte. Enfin,
Comprenez ma stupeur, comprenez ma surprise. Je n'ai plus de nouvelles de ma copine depuis 3 jours. Je rentre, je trouve un appartement dans un état mais catastrophique, vraiment une porcherie monstrueuse. Je me sentais sale, je voulais même pas rester dans cet appartement. Là où auparavant c'était un cocon, c'était un endroit sympa, confortable, dans lequel se retrouver et passer des moments chaleureux. Là c'est devenu une déchetterie, c'est devenu invivable, c'est devenu insalubre. Et tout ça en quoi? En 3 jours ou alors en une semaine que je suis parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout je me suis interrogé et je me dis mais elle est passée où ma copine? Heu, Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Et là, ça n'a pas fait 1000 tours dans ma tête. Je suis quelqu'un qui aime bien payer en cash. Donc j'ai tendance à laisser du cash dans des armoires ou laisser du cash dans certains endroits de l'appartement ou voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien, tirer beaucoup de cash et ensuite m'en servir tous les jours. Je vais pas 10 000 fois, au distributeur. Je vais, une seule fois ou 2 fois, je vais retirer 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 € et ensuite je les garde dans quelques endroits de la maison et quand j'en ai besoin, je retire, de ma liasse de billets, quelques billets pour aller dehors et payer. Et alors là, je comprends. Je comprends ce qui s'est passé. Quelle est la clé pour comprendre le déroulement de cette situation? Je vais tout de suite trouver les endroits où j'avais tendance à garder mon argent, endroits qui étaient inconnus de tous. Vraiment, il y a que moi qui connaissais ces planques et vraiment des planques pas mal, hein. Je vous donne l'astuce, bon peut-être que je devrais pas vous la donner parce que si quelqu'un revient me cambrioler alors il saura directement regarder, il y aura pas besoin de toute cette porcherie mais ouais, c'est peut-être une bonne idée. Mais en gros, j'avais une trappe dans la salle de bain qui menait à un conduit, où pour gérer, de l'eau, gérer des tuyaux, gérer de la pression, et cetera, du débit des lavabos, dans la salle de bain et moi j'avais utilisé donc, cette trappe qu'il faut retirer avec les mains et j'avais attaché derrière un tuyau un sac plastique dans lequel je mettais tous mes billets. Et là, je me suis dit, même quelqu'un, il vient, il me pointe un pistolet sur la figure, il pourra avoir pas mal de mal à trouver cet endroit. Et donc, je vais tout de suite voir cette planque et quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris qu'il manquait tout l'argent. On m'avait volé une certaine somme d'argent. Et donc là, je pense avoir compris le mobile. Donc le mobile de la copine en question. Je me suis dit: «Ça fait 3 jours qu'elle me répond pas et j'ai plus d'argent, l'appartement est en lambeaux, on m'a tout pris, on a dévasté l'appartement» et vous savez, l'impact que ça a derrière, il est beaucoup plus que financier. C'est un impact moral. Derrière, quand on dort, on se demande: «Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir pour me voler à nouveau?» En plus, la copine connaissait, le bâtiment, elle savait comment rentrer dans ma chambre et cetera. J'avais certaines habitudes, elle connaît mon mode de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir pendant que je dors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me cambrioler à nouveau? Est-ce que, on va encore venir me faire la peau, me prendre tout mon argent, dévaster l'appartement et me mettre dans une situation comme ça qui est invivable? Et donc l'impact est beaucoup plus psychologique, moral, sentimental que financier. Et la raison pour laquelle je vous parle de cette anecdote, voilà, juste pour, clôturer, hein, d'ailleurs, ensuite j'ai eu confirmation que c'était bien la copine qui avait volé l'argent parce que, par chance, je connaissais un entourage, proche d'elle et j'ai réussi à la confronter, j'ai réussi à même, si je puis dire, l'amener devant la police et cetera. Mais, l'impact a été bien, plus important sur un plan autre que financier. Mais le sujet de cette vidéo, c'est pas de vous dire: «On m'a volé». C'est pas de vous dire: «C'était dévastateur» ou «C'était compliqué à gérer, j'ai eu une, grande peine» ou alors un grand sentiment, de presque traumatisme à la suite de cet événement. Le sujet, c'est de vous dire que je comprends ce qu'elle a fait. Je comprends ses motivations, je ne les accepte pas, mais je les comprends. Et je pense que dans sa situation, peut-être que moi aussi, j'aurais fait la même chose. Et on peut faire des analogies avec ça, on peut se dire: «Pourquoi certains individus sont racistes? Pourquoi certains nous détestent? Pourquoi certains veulent faire du mal autour d'eux? Pourquoi certains tuent et volent pour de l'argent?» C'est parce qu'en fait, ils ont une motivation et cette motivation, je pense que très souvent, malheureusement, je peux la comprendre et j'aimerais vous inviter à faire cet exercice de compréhension. Si j'essaie de me mettre dans la peau de la copine de l'époque, heu, eh bien, je me dirais: «J'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Je ne peux pas me nourrir à moins d'être au crochet d'un homme. Enfin, d'être au crochet de Stéphane entre guillemets, hein, en l'occurrence. Je n'ai pas forcément de compétences dures avec lesquelles je pourrais lancer un business ou trouver du travail.
J'ai vécu une vie dans laquelle beaucoup de gens m'ont trahi, à commencer par ma propre famille où mes parents m'ont, juste laissé à ma grand-mère et en fait, j'ai jamais eu de parents toute ma vie. Donc c'est une personne qui a toujours vadrouillé, toujours essayé de rouler sa bosse, toujours essayé de trouver tous les moyens pour s'en sortir. Dit d'une autre manière, c'est une personne qui était face à un mode de survie, qui a toujours fait ça toute sa vie, la survie, ne jamais faire confiance à personne et juste essayer de s'en sortir. Peu importe que l'on ait avec soi un bon entourage ou un mauvais entourage, on peut faire confiance à personne, on peut que compter et survivre avec soi-même. Alors, malheureusement, je comprends son action. Elle a dû se dire que prendre, mon argent, ce liquide, ça allait lui permettre de se sécuriser pendant 6 à 8 mois. Pendant ces 6 à 8 mois, elle allait pouvoir peut-être trouver un travail, trouver quelqu'un, mais si elle m'avait demandé tout cet argent frontalement, je ne l'aurais jamais donné parce que pour moi, c'était une somme conséquente. Alors que si elle le prenait d'elle-même, alors, c'est sûr, elle perdait un amoureux, mais qu'est-ce qu'un amoureux contre la survie, contre la nourriture, contre le besoin de s'en sortir dans la vie? Alors je comprends son action. Je ne l'accepte pas, mais je la comprends et au fond de moi, en dépit de cet argent que je n'ai plus aujourd'hui, comme on dit, contre mauvaise fortune, je fais bon cœur. J'espère que elle va mieux. J'espère que cette personne qui m'a volé va mieux, qu'elle a trouvé une forme d'apaisement et surtout que, heureusement ou malheureusement, cet argent qu'elle m'a volé va lui permettre de s'en sortir et que elle a réussi à trouver un mode de vie dans lequel elle n'a plus besoin d'utiliser ces méthodes, de faire appel à malheureusement ces actions malsaines pour s'en sortir. Et donc, pour prendre d'autres analogies, d'autres reflets de la vie, on pense parfois aussi, ou moi j'aime à penser au racisme, j'aime à penser à des situations dans lesquelles un peuple va ne pas pouvoir se blairer un autre peuple pour telle ou telle raison. Ou alors de situations où on va entendre à la télévision, lui il a kidnappé telle personne, ou lui il a tué ou il a volé telle personne pour seulement quoi, 100 000, 200 000 euros? Mais en fait je les comprends. Si l'on met en opposition deux pistes, deux scénarios de vie. Le premier scénario c'est je vais travailler très dur, je vais apprendre, je vais étudier, je vais vivre vraiment comme un pauvre, je ne vais pas pouvoir me nourrir pendant très longtemps, je vais galérer, galérer, galérer pour ne même pas être sûr de réussir. Ça, c'est la piste 1. C'est la piste que, curieusement, tout le monde choisit. Tout le monde se dit, je vais faire des études, je vais travailler, je vais essayer de monter en compétences, je vais essayer d'avoir une carrière, je vais essayer de me vendre avec mon CV et de trouver un employeur qui voudra bien m'accepter, me donner un travail, un salaire. Ça, curieusement, tout le monde est d'accord pour le faire. Alors qu'en fait, la probabilité statistique de réussite, elle paraît pas si grande. La probabilité empirique, celle que l'on observe, elle est grande. On se dit, bah, ça a l'air de marcher pour tout le monde, alors je vais le faire. Mais la statistique dirait qu'en fait, vous investissez peut-être 10 ans d'études avec le collège, le lycée, puis après 5 ans que vous allez mettre dans un master. Pour certains, ils vont aller encore plus loin, d'autres vont redoubler. Chaque année, vous rejouez une statistique de réussite sur des études, et ensuite, vous rejouez constamment une statistique de réussite sur votre carrière. Mais quelqu'un de sensé se dirait, ah, quand même, c'est un gros risque. Quand même, c'est pas évident. J'ai pas la certitude absolue que ça va marcher. Et vous mettez ça en opposition avec l'autre possibilité, l'autre scénario éventuel. Cet autre scénario, c'est vous allez dans la rue, vous trouvez quelqu'un qui a l'air fortuné et simplement vous lui volez sa Rolex. Vous venez de gagner 15 000 euros. Vous allez dans un quartier riche et puis vous êtes un malfrat. Vous faites du vol, vous cambriolez, vous tuez. Alors, c'est un scénario qui statistiquement, en tout cas sur le papier, a l'air beaucoup plus rémunérateur, a l'air beaucoup plus probable. Je veux dire, vous mettez en opposition 15 années d'études et chaque jour le risque constant de perdre son travail ou de ne pas réussir à en trouver un qui soit rémunérateur et qui vous plaise. Et d'un autre côté, vous allez dans la rue, vous faites 3 actions comme ça, de vol, de meurtre et de cambriolage, et en fait, moi la question me paraît malheureusement rapidement ou évidemment répondu. Et je ne vous encourage pas à toutes ces actions, bien entendu, je condamne ces actions plus qu'il ne le faudrait. Mais malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, je comprends celles et ceux qui cèdent à cette facilité. Celles et ceux qui cèdent à cette réflexion qui est celle de se dire que parfois, un comportement malsain peut amener à une explosion peut-être de rémunération, peut amener
à changer son niveau de vie, changer sa classe sociale, changer son niveau de confort et son niveau de richesse de manière drastique, puissante et intense. Je ne l'accepte pas, mais je comprends. Je comprends ceux qui ont recours à ces actions. Donc, je suis curieux de savoir si, pour vous aussi, peut-être cette idée vous a traversé l'esprit. Si vous avez rencontré quelqu'un qui a agi mal avec vous ou mal avec quelqu'un de votre entourage, mais que peut-être malheureusement, si on cherche bien, il y avait une motivation qui pouvait expliquer les actions de cet individu. Je vous laisse me dire en commentaire. Évidemment, je ne vous encourage jamais à avoir recours à de telles actions. Et puis, la parole est à vous.